Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Honda Hornet 750 de 2023. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui, de nouveau, le test de la Hornet 750. Si vous suivez ma chaîne, vous aviez probablement déjà vu le test de cette machine, mais précédemment, elle était bridée pour le permis A2. Aujourd'hui, grâce à l'un de mes abonnés, je peux de nouveau tester cette toute nouvelle machine, et là, en version pleine puissance à 92 chevaux. Donc forcément, si vous avez déjà vu mon précédent test, aujourd'hui ça va être un peu redondant pour vous, vu que je vais forcément redécrire la machine dans son intégralité, comme je l'ai fait précédemment. Aujourd'hui, donc la seule différence, c'est bien sûr qu'on a la machine à son plein potentiel. On a maintenant 92 chevaux et non plus 47,5. Sinon, sur l'ensemble des caractéristiques, bien sûr, on va retrouver quasiment la même chose. Aujourd'hui, par contre, vous voyez que le coloris n'est pas identique à la précédente. On a une couleur gris mat, une couleur finalement assez sympa, par contre qui a l'air d'être très sensible aux rayures. Et c'est malheureusement souvent le cas sur les peintures mat. Et d'ailleurs, selon moi, ce coloris est plutôt harmonieux parce que justement, le fait d'avoir le cadre en noir, ça fait qu'il est un peu moins visible. Et pour moi, c'est mieux car je trouve que le cadre sur cette moto, c'est un peu la pièce la plus inesthétique, qui malheureusement était très en valeur lorsqu'il était rouge, comme sur la moto que j'ai testée précédemment. Au niveau du moteur, c'est toujours bien sûr le même. Il s'agit d'un bicylindre en ligne de 750 cm3 à refroidissement liquide et injection, bien sûr. Ce moteur est conforme à la norme Euro 5 et aujourd'hui donc il développe 92 chevaux. En termes de poids, aucune différence, on est à 190 kg tout plein fait. Par contre, concernant les accessoires, cette machine est un petit peu plus, on va dire, accessoirisée, personnalisée que la précédente que j'avais pu tester. On a sur cette moto pas mal d'accessoires qui sont vendus directement par Honda. On a par exemple, vous voyez sur le côté, les protections qui sont siglées Honda. On a aussi le petit saut de vent. On a les liserés de jantes siglées Honda. Il y a le capot de selle à l'arrière qui est pareil officiel, et vous pouvez voir d'ailleurs que le capot de selle n'est pas de la couleur carrosserie, c'est un peu dommage. Et une des dernières pièces, c'est la selle, qui est donc une selle vendue en option par Honda. Elle est siglée Honda avec petite surpiqûre rouge. J'oubliais, on a aussi des bouts de guidon qui sont en aluminium, très jolis. Pareil, ça c'est en option chez Honda. Le seul accessoire qui ne vient pas de chez Honda sur cette machine, il s'agit du support de plaque raccourci qui permet d'avoir quelque chose de plus esthétique que la pièce d'origine. Bon, pour le reste, la moto est strictement d'origine. Elle est totalement conforme à ce que vous pourriez avoir en concession. Et bien sûr, à l'utilisation, on retrouve exactement la même chose que la fois précédente. Cette machine est d'un gabarit supérieur à sa petite sœur, la CB500F, mais on retrouve finalement une position de conduite très similaire et une facilité à utiliser la moto quasi similaire également. La position est très droite. On est un tout petit peu basculé vers l'avant, le guidon est large, il est un petit peu recourbé vers le pilote, donc on ne se fatigue pas sur cette machine, et les repose-pieds, eux, sont un tout petit peu vers l'arrière. On est à mi-chemin, je dirais, entre une position de roadster classique et de roadster sport. C'est pas extrême du tout. Alors dans ce premier rond-point, comme d'habitude, la machine, elle veut se pencher toute seule, elle est ultra vive, et ça je le répète, c'est grâce aux pneumatiques. Sur cette moto, on a bien sûr des roues en 17 pouces, mais à l'arrière, on a uniquement du 160, ce qui participe à la vivacité de la machine. Certains reprochent d'ailleurs à cette machine de ne pas avoir un 180, pour moi, ce n'aurait pas été vraiment utile. Donc cette position permet bien sûr de prendre les infos autour de nous sans problème et sans lâcher le guidon. On a les rétros d'origine qui sont toujours sur le guidon, un peu sur l'extérieur, donc on voit plutôt bien ce qui se passe derrière, mais on est néanmoins obligé de tourner la tête pour regarder dans ceci.
On n'a pas l'info en regardant juste devant nous. Les rétros sont trop proches en fait. L'échappement est lui aussi d'origine. On a ce silencieux en position basse sur le côté droit. Une esthétique, on va dire, qui s'intègre bien dans le reste de la moto. Au niveau de la sonorité, l'entendez, c'est plutôt pas mal. Et ça, dès les bas régimes, Honda a réussi sur cette machine à faire un échappement plutôt sympa. On se sent pas vraiment l'utilité de mettre un silencieux adaptable sur cette moto. Le dernier accessoire que j'avais oublié, on a un shifter. Donc sur cette machine, le shifter est en option et aujourd'hui donc il est présent. C'est un shifter qui va bien sûr dans les deux sens et pour l'instant il fonctionne plutôt bien. Je sors maintenant de l'agglomération, une petite accèle. Franchement, c'est plutôt pas mal. Le shifter marche bien. Et c'est pour l'instant sans brusquerie. En même temps, je suis sur le mode standard, je suis pas en mode sport. Par contre, bien sûr, comme la fois précédente, le petit saut de vent ici ne sert que à la déco. Ça ne vous protège absolument pas. Je m'arrête ici. Vous avez très certainement reconnu le lieu. On est là de nouveau pour tester l'accélération de ce modèle. Donc je rappelle qu'elle fait 92 chevaux pour environ 190 kg. Sur cette machine, on a de l'électronique. Il y a bien sûr l'ABS, il y a traction control, on a même gestion du frein moteur, de la puissance. On a d'ailleurs pour ça plusieurs modes préconfigurés. Là, je suis sur le mode standard. On peut passer en mode pluie, en mode user, qui est un mode totalement paramétrable, ou en mode sport. Donc moi, le mode user, je ne l'utiliserai pas. Le mode pluie, aucune raison, il fait beau aujourd'hui. Donc je vais utiliser le mode standard et le mode sport. Donc là, on est parti. Première accélération, donc en mode standard. Et il faut que je me force, il faut que j'y pense. J'ai un shifter. Allez, c'est parti. Let's go. Donc vous l'avez vu, on arrive à 100 en fond de 2. Et autant la machine m'avait un peu impressionné lorsqu'elle était bridée, parce que pour une machine bridée, elle marchait vraiment très bien. Là, pour une machine débridée, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup mieux. C'est assez bizarre comme sensation. Je sais que certains ont décrit cette machine comme étant un peu brutale. Pour l'instant, je trouve pas, mais alors pas du tout. On verra si en mode sport, ça change le ressenti. De nouveau, vous connaissez cet endroit. On va faire un petit demi-tour. Donc je reprécise que du haut de mon 1m70, vous voyez que j'ai les deux pieds qui touchent le sol, mais je n'ai pas les talons au sol. Je suis sur la moitié de mes pieds. Je signale mon intention et je braque à fond. Maintenant, même procédure qu'habituellement. Je laisse la machine droite. Est-ce que je vais sortir de la route? Eh bien non, ça passe. Donc je change de mode. Pour ça, rien de plus simple. J'ai juste à appuyer sur un bouton. Là, je suis en mode sport. Donc mode sport, ça me donne plus de puissance, moins de frein moteur, moins de traction control. C'est reparti. Et ensuite, bien sûr, je vais tester le frein. Et je ne dois toujours pas oublier que j'ai un shifter. Ouais, c'est un petit peu plus brutal. Maintenant on freine, donc frein arrière ça freine déjà plutôt bien. Frein avant, comme la fois précédente, pour moi le freinage pour une machine à ce prix là, il est vraiment très très bon. Après c'est vrai que je pense que sur un freinage vraiment extrêmement appuyé, ce qui peut poser problème, c'est la suspension qui peut être un peu limite. Mais bon, ça reste une moto entrée de gamme, faut pas l'oublier.
Donc en termes de performance, hein, je conserve mon impression première, hein, c'est quand même beaucoup moins performant, beaucoup moins brutal que ce que certains peuvent dire sur cette machine. Hein. Je vais rester en mode sport pour le reste du test. On va voir ce qu'on arrive à faire avec cette moto. Alors un petit point dont j'ai oublié de parler, le freinage. Donc c'est du Nissin, il freine bien. La commande de frein à l'avant, c'est bien sûr réglable en écartement. Par contre, l'embrayage, lui, n'est pas réglable en écartement. C'est un peu dommage. Allez, j'accélère un peu. Alors, je vais peut-être dire une ânerie, je vais juste retranscrire hein, mes sensations, mais j'ai presque l'impression que sur cette version débridée, il y a moins de couple à mi-régime. Parce que là, je me sens vraiment obligé de monter dans les tours pour profiter de la puissance, ce qui n'était pas forcément le cas sur la version bridée. C'est assez surprenant. Au niveau des commodos, on retrouve les gros boîtiers de boutons de chez Honda. Sur la gauche, bien sûr, tout ce qui gère l'éclairage. On a aussi le feu de détresse. On a de quoi naviguer dans tous les menus, tous les paramètres. Et sur la droite, un boîtier aussi énorme pour un seul bouton qui sert de démarreur et coupe-circuit. Je comprendrai jamais pourquoi ce truc est aussi énorme. Le compteur, lui, est un écran couleur et franchement il est plutôt lisible tant que vous êtes à l'ombre. En plein soleil ça se dégrade quand même. Sur celui-ci on a globalement toutes les infos qu'on est en droit d'attendre, le contour, la vitesse, la jauge de carburant, la température, le rapport engagé, le mode sélectionné, la consommation instantanée, moyenne, les trips. On peut aussi naviguer dans différents menus de paramétrage. Enfin, c'est extrêmement complet. Et c'est d'ailleurs pour moi une des forces de cette machine. Rares sont les motos à ce prix-là à avoir un écran aussi bon, d'une aussi bonne qualité. Maintenant, on va essayer de voir si ce moteur est souple. Donc, je redémarre, j'ai essayé de passer toutes mes vitesses à bas régime. Et là, j'oublie déjà que j'ai un shifter. Bon, enfin, c'est pas grave. Vous me connaissez. Hein. Donc, 30 en 6, il veut pas. 30 à 5, il veut pas non plus. 30 en 4, ça passe. Bien sûr, on ne retrouvera jamais avec un bicylindre la souplesse légendaire d'un 4 cylindres, c'est normal. Après, dans la catégorie des bicylindres en ligne, ce moteur est plutôt standard, hein. Il n'est pas brutal, il n'est pas désagréable. On peut descendre quand même à assez bas régime sans que ça cogne. C'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, je vais faire un test de reprise. Donc je suis en 3e, en mode sport, ici c'est en côte. J'accélère fort, je suis à 2500 tours. Ça marche. Et en fait, on sent que le moteur reprend de la vigueur quand on arrive vers environ 6500-7000 tours. Ici, petit dodane, donc je suis à 30 km/h. Alors pour moi, la suspension reste tout à fait convenable sur cette machine. Hein. Même chose que la dernière fois. À l'avant, on a une fourche inversée de chez Showa, mais elle n'est pas réglable. Et à l'arrière, on a un amortisseur qui, lui, peut sembler dans certaines situations un peu mou. La suspension, on sent que c'est pas le truc le meilleur sur cette machine, mais pour moi, ça reste néanmoins bien meilleur que sur une MT-07. Alors, j'arrive maintenant dans une succession de virages, voyons comment ça se comporte. On va essayer de rester assez haut régime. Quand on est entre 7 et 10 000, il y a quelques vibrations qui remontent dans les commandes. La sonorité change. La moto est efficace, mais je sais pas, il me manque un truc. J'ai pas forcément l'impression qu'elle fasse vraiment 92 chevaux.
de nouveau, vous le voyez qu'au niveau du freinage, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Après, je le redis, hein, si vous exagérez vraiment vos freinages, la suspension à l'avant a tendance quand même à s'enfoncer un petit peu. Alors par contre, c'est toujours aussi facile à manœuvrer dans les ronds-points, ça se penche tout seul, on réaccélère. Et avec le shifter, ça passe tout seul. Nous arrivons maintenant sur l'autoroute, on va s'engager. Bon, bien sûr, il n'y a aucune difficulté, hein. Et je dépasse. Bon, finalement, arrivé à haute vitesse, la protection ne se détériore pas. Je peux quand même rester, vous voyez, avec la visière grande ouverte sans en avoir plein la tête. C'est suffisant. C'est pas trop mal pour un roadster. Je vais essayer de faire une reprise. Donc là, je suis en 6. J'accélère à fond. C'est un bruit bien rauque et ça reprend très bien. Dès qu'on dépasse les 6000, ça regagne en perf. Donc comme je le disais, hein, cette machine finalement, pour avoir vraiment son plein potentiel, il faut quand même la monter assez haut dans les tours. Si je me souviens bien, je crois que sa puissance max est à 9000 tours. Donc au niveau de l'éclairage sur cette machine, il n'y a bien sûr aucune différence. On retrouve un éclairage full LED devant, derrière, les clignotants. Et tout ça dans un look très moderne. Et c'est parti pour une dernière accélération. Bon, vous le voyez, ça marche très bien. Mais je redis, pour moi, c'est quand même un peu avare en sensation. Finalement, maintenant, je dirais que cette machine se retrouve avec une concurrente directe dans la même marque. Actuellement, chez Honda, il y a toujours la CB650R, donc le roadster un peu néo-rétro en 4 cylindres en ligne, qui coûte un peu plus cher, il faut l'avouer, mais bon, personnellement, je la trouve bien plus jolie. Et elle est un petit peu plus puissante, elle fait 95 chevaux. Et franchement, pour moi, l'avis est fait. Je préfère clairement la CB650R à cette nouvelle Hornet 750 débridée. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu le précédent test, on va reparler bien sûr de tous les aspects pratiques de cette machine. Donc vous avez un rangement sous la selle passager, qui aujourd'hui, je le rappelle, est absente, remplacé par un capot de selle en option. Ce rangement est suffisamment grand pour y mettre un petit U, quelques outils et un gilet jaune. Donc c'est pas trop mal pour une machine de ce segment. Si vous voulez rouler avec un passager, par contre, ce sera assez compliqué, car vous voyez que la selle n'est pas gigantesque, elle est un peu surélevée par rapport au pilote, et surtout, il n'y a pas de poignée de maintien pour la personne derrière. La consommation de cette machine, par contre, reste très intéressante. Le propriétaire me disait, en roulant cool et en accélérant un petit peu, rester en 4 litres, 4 litres 5 au 100. Et moi là, aujourd'hui, en utilisant la machine, on va dire à son plein potentiel, à de nombreuses reprises, j'arrive à peine au-dessus de 5 litres au 100. Donc finalement, cette Hornet 750, ce test confirme ce que j'avais déjà dit la dernière fois. Pour moi, le nom Hornet ne va pas du tout à cette machine. Elle aurait dû s'appeler CB750F. Je pense que ça aurait été bien plus logique et ça aurait donné une filiation directe avec sa petite sœur, la CB500F. D'ailleurs, pour moi, cette CB750F doit être plébiscité par ceux qui aiment, aussi bien au niveau esthétique qu'à la conduite, la CB500F. On se retrouve finalement avec à peu près la même philosophie, le même comportement, mais avec plus de patates bien sûr, et une machine un petit peu plus haut de gamme que la 500. Mais si votre but c'est vraiment de retrouver
un minimum les sensations qu'on pouvait avoir sur les précédents Hornet, qui étaient tous en 4 cylindres en ligne, et bien là je vous invite clairement à aller tester la CB650R ou les précédentes CB650F. Ces motos sont bien plus proches de ce qu'on appelait Hornet par le passé. Bon, néanmoins, cette CB750, même si elle me déçoit un petit peu, ça reste une machine assez bonne, homogène, très facile, ça faut vraiment le garder en tête, c'est extrêmement facile. Et actuellement on dira que son tarif est raisonnable par rapport à la concurrence, elle est à 8000 €, soit exactement le même prix qu'une MT-07. L'avantage de Honda par rapport à Yamaha sur ce segment, c'est toujours la durée de la garantie qui est de 5 ans chez Honda. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette nouvelle, j'allais dire CB750, mais non, cette Hornet 750. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est toujours là pour ça. Si vous avez essayé cette machine, et surtout si vous l'avez essayé comme moi, en bridé et en débridé, n'hésitez pas à partager avec nous votre ressenti, que je sache si je suis le seul à la trouver presque mieux bridée. Je tiens de nouveau à remercier le propriétaire de cette machine de s'être déplacé jusqu'ici en Normandie, près de Rouen, afin que je puisse vous présenter cette moto dans les mêmes conditions que les autres tests. Je rappelle d'ailleurs que si je peux tester autant de machines différentes, c'est intégralement grâce à mes abonnés. Donc si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, prenez contact avec moi, tous les moyens de le faire sont dans la description. Et de votre côté, si vous avez apprécié ce test, pensez bien sûr à mettre un petit pouce vers le haut, c'est le minimum, et pensez à vous abonner. Vous êtes près de 75% à regarder mes vidéos sans vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir de vous compter parmi maintenant ma communauté d'abonnés. Et une fois abonné, ça vous permettra de me retrouver très bientôt pour un nouveau test. Allez, mais à tous! Maintenant que j'ai testé donc les deux versions de cette Hornet 750, il va falloir que je réussisse à trouver un de mes gentils abonnés pour me prêter la nouvelle Transalp, voir si on retrouve le même comportement moteur sur cette version trail.